Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand consacre l'émission d'aujourd'hui à l'ancien président de la République, François Mitterrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux que l'un des plus grands témoins de la période mitterrandienne, celui qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque de François Mitterrand, ait accepté d'être des nôtres. Jean-Louis Bianco nous livrera ses souvenirs dans quelques minutes. Pour commencer, je vous propose d'évoquer la dernière année de cette vie hors du commun. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. 31 décembre 1994, il est 20h. Comme il le fait depuis 13 ans, François Mitterrand, président de la République française, adresse ses vœux aux Français. Ce sont les derniers vœux qu'il adresse en tant que chef de l'État. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Bonne année et longue vie, des mots qui résonnent évidemment et qui parlent aux Français. Il marque la fin d'une année éprouvante pour le chef de l'État. Il marque d'une certaine manière aussi la fin de son deuxième mandat, de son deuxième septennat. François Mitterrand a reçu le diagnostic de son cancer dès le début du premier septennat en 1981 et dans cette année 94, à la fin de 94, il est extrêmement malade. En juillet, il a été opéré une nouvelle fois de la prostate après une première opération moins de 2 ans plus tôt, en 92, et après l'annonce officielle de sa maladie. Il en parle de cette maladie comme d'une sorte de guerre à l'intérieur de lui-même, une guerre entre ses cellules, une guerre qu'il faut livrer contre soi. Le 7 avril, son ami et conseiller François de Grossouvre est mort à l'Élysée, dans son bureau, dans des conditions extrêmement bizarres, des conditions qui ont été résumées selon la version officielle par un simple suicide. À la rentrée 94, les Français ont par ailleurs découvert dans les librairies l'ouvrage de Pierre Péan, Une jeunesse française. Sur la photo de couverture, on voit François Mitterrand avec le maréchal Pétain et un autre cliché où il est résistant. On essaie de faire la part des choses. Le livre évoque cette jeunesse mitterrandienne des années 30-40, les relations très étroites de François Mitterrand avec René Bousquet, plus tard secrétaire général à la police du régime de Vichy et à l'origine de la rafle du Veldiv. Le scandale est énorme, tellement important qu'un entretien avec Jean-Pierre Elkabbach en direct de l'Élysée a dû être monté dans l'urgence, entretien au cours duquel François Mitterrand essaie de se justifier sur cette période. Il est dans un état d'extrême fatigue. On a cru jusqu'au dernier moment d'ailleurs que cet entretien ne serait pas possible. Quelques semaines plus tard, les Français découvrent l'existence de la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine Pinjot, à la une de Paris Match. Tout se passe un peu comme si la fin de ce deuxième mandat devait voir éclore tous les mystères et tous les grands secrets qui avaient depuis si longtemps tenu la presse, tenu toute une partie de la société dans une sorte d'attitude ambiguë à l'égard de François Mitterrand. Les vœux du 31 décembre 1994 sont ceux du crépuscule présidentiel. Il reste à François Mitterrand un peu moins de 4 mois de mandat avant l'arrivée de son successeur à l'Élysée, même si au vu de son état, beaucoup pensent qu'il n'ira pas au bout et qu'une élection présidentielle anticipée pourrait bien être organisée. C'est ce que pensent notamment les 2 prétendants à droite, Édouard Balladur, qui est le Premier ministre de l'époque, et Jacques Chirac, maire de Paris. François Mitterrand a manifesté une nette préférence pour le second, même si il est certain que s'il n'était pas malade, il serait sans doute en mesure de se représenter et de l'emporter. Et il le dit à plusieurs de ses confidents. En attendant, le président de la République termine son mandat.
En janvier 1995, il fait ses adieux au Parlement européen à Strasbourg et il conclut son discours par cette formule restée célèbre: le nationalisme, c'est la guerre. Et c'est ce que pensait cette génération qui avait vécu, bien entendu, dans le souvenir de la Première Guerre mondiale et qui avait participé à la Seconde. Et dans le cas de François Mitterrand, c'est largement participé. Le 12 mars, François Mitterrand a organisé sa toute dernière conférence de presse et on lui a demandé s'il avait prévu un testament politique. Réponse. Je suis en situation de carence, je n'ai pas écrit mon testament. Honnêtement, j'aurais dû y penser. Bon, alors, mon testament politique, c'est encore plus difficile. Je vais vous dire une chose, je n'en ferai pas. D'abord, quand on fait des testaments politiques, l'histoire est là pour nous le démontrer, le premier soin de vos successeurs, c'est de le déchirer. Surtout si on a choisi soi-même ses successeurs. Alors je ne commettrai pas ce genre d'imprudence. Quant à savoir l'image que j'aimerais laisser après moi, on en reparlera si vous voulez bien. Le 30 mars de cette année 1995, dans la grisaille et le froid, la Bibliothèque nationale de France est inaugurée. François Mitterrand a suivi toutes les étapes de la construction. La cérémonie est extrêmement courte du fait de la santé du président. Bien entendu, il faut que ça dure moins d'une demi-heure. Le président, extrêmement malade, remonte dans la voiture présidentielle et on l'entend lâcher ces mots: « Au moins, j'aurais laissé des bâtiments ». Durant cette période, chaque déplacement, chaque allocution est une sorte de miracle tant l'état de santé du président empire. Voici ce qu'écrit Laura Adler dans François Mitterrand, journée particulière, je la cite: « Est-ce la dernière apparition, le dernier discours, le dernier déplacement ? Chaque sortie ressemble à une ultime traversée. Chaque geste se nimbe d'une épaisseur de nostalgie. Lui, il s'amuse de ce climat, de cette façon d'empeser tout ce qu'il a fait avec les ingrédients du plus jamais. Il ne vit pas dans ce temps-là, même s'il ne nie pas avoir commencé mentalement le compte à rebours. » Il a de plus en plus de moments d'absence, les médecins ne quittent plus le président, et ce qu'il faut dire, c'est que, en dehors même de sa maladie, François Mitterrand est maintenant très isolé, y compris dans son propre camp, le Parti socialiste. Lionel Jospin, qui est candidat à la présidentielle, parle du droit d'inventaire des années Mitterrand, et inutile de vous dire que toutes les révélations qui ont été faites, non seulement sur la double vie conjugale du président, mais surtout sur son passé pendant l'occupation, tout ça l'a rendu assez impopulaire, même à gauche, et je serais même tenté de dire surtout à gauche. Il réussit donc à aller au bout de son mandat. Le 20 avril 1995, il préside la cérémonie de transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Jacques Chirac, le maire de Paris, candidat à la présidentielle, est à ses côtés. Et tous les journalistes ce jour-là ont remarqué que le candidat Chirac, ancien Premier ministre à 2 reprises du reste, le candidat Chirac se montrait plein d'égards pour le président Mitterrand. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe au cœur de l'histoire, 1. Les grands portraits. 14h, 15h. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez de François Mitterrand et il est temps d'ailleurs de passer la main. 23 avril 1995, c'est le premier tour de l'élection présidentielle qui voit la présence au second tour de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. 15 jours plus tard, donc, le 7 mai, Jacques Chirac est élu. Le lendemain, pour les 50 ans de l'armistice du 8 mai 1945, les deux chefs d'État, le nouveau, Jacques Chirac, celui qui vient d'être élu, mais aussi l'ancien, le président sortant, François Mitterrand, assistent ensemble aux cérémonies. Puis, quand je dis qu'ils y assistent, on peut même dire qu'ils les président, évidemment. Puis François Mitterrand fait ses adieux à la communauté internationale, à Moscou et évidemment à Berlin. Voilà ce que nous dit Jean-Louis Bianco dans Mes années avec Mitterrand. Entre 1982 et 1995, François Mitterrand et Helmut Kohl se sont rencontrés près de 200 fois, en moyenne plus d'une fois par semaine, sans compter les échanges téléphoniques. Rencontres à deux, sommets franco-allemands, sommets européens, rencontres internationales. Une telle longévité est sans précédent dans l'histoire de la relation entre la France et l'Allemagne.
Vient le jour de la passation de pouvoir. On est le 17 mai 1995. François Mitterrand remet, si j'ose dire, les clés de la Ve République à Jacques Chirac. À 9h, le futur ex-chef de l'État convie Jean d'Ormesson à l'Élysée pour prendre avec lui le petit déjeuner. Les deux hommes parlent de littérature. François Mitterrand se confie sur sa mère, sur son enfance et sur la mort, qui est la conversation qu'il a le plus fréquemment à l'époque. Il est presque 11h maintenant. François Mitterrand attend Jacques Chirac sur le perron de l'Élysée. Les deux hommes montent jusqu'au bureau présidentiel pour un entretien qui va durer 1 heure. À la fin, François Mitterrand demande au nouveau chef de l'État de protéger le couple de Colbert qui se trouve autour du bassin du palais, car les chiens de Jacques Chirac, pense-t-il, risquent de dévorer les canards. Ça, c'est exactement le genre de petite anecdote dont sont friands les journalistes au moment où se déroulent les événements. Le nouveau chef de l'État raccompagne François Mitterrand jusqu'au bas des marches, comme il se doit, et l'ancien chef de l'État, puisque maintenant il faut ainsi parler, serre la main du nouveau. Il regagne seul sa voiture au bout du tapis rouge, après quoi François Mitterrand va se rendre au siège du Parti Socialiste, où il n'avait pas pu mettre les pieds évidemment depuis 14 ans, rue de Solferino, et devant les élus et devant les militants, il affirme, je le cite, « J'ai eu beaucoup de chance, avoir l'adhésion des Français, le soutien de ses amis, pouvoir diriger la France, servir ses intérêts sur le plan international, vivre assez longtemps pour accompagner l'évolution des temps, voir naître une nouvelle génération, l'aider. Je dis plutôt merci à la destinée, à ceux qui m'ont permis de la conduire jusque-là. Je pars sans le moindre soupçon de regret ou d'amertume. » Et il affirme encore « C'est pour moi une joie que de savoir ici présent tant de militants et tant d'élus du parti qui font que même si les tourments à la tête parfois font courber les cimes des arbres, à la base c'est solide parce qu'on y croit et parce qu'on se dévoue. » En cadeau, François Mitterrand a reçu ce jour-là une Renault Twingo verte. Il la refuse en vérité et puis finalement il la donnera à sa fille Mazarine. Après quoi l'ancien président va s'installer dans un immeuble tout près du Champ de Mars, au 9 de l'avenue Frédéric Leplay. On est le long même du Champ de Mars. C'est un 240 mètres carrés loué par l'État, divisé en 2 parties. 90 mètres carrés pour les bureaux de l'ancien président et de ses collaborateurs, le reste pour les appartements privés. Assez vite, puisqu'il en a encore la force, François Mitterrand revisite ses lieux de prédilection. Alors on va le voir en Charente pour aller voir une dernière fois le domaine de son enfance et notamment la propriété de ses grands-parents maternels. Il va évidemment dans sa chère Bourgogne. À la Pentecôte, comme tous les ans, il se rend à Solutré, non loin de Cluny, mais inutile de vous dire qu'il n'est plus question pour lui de faire l'ascension de la roche de Solutré. Il va faire aussi un détour par Château-Chinon, son fief électoral, l'hôtel du Vieux-Morvan où il est souvent descendu, sans oublier Vézelay et sa basilique. Éric Roussel raconte dans François Mitterrand de l'intime au politique, je cite, « Reste peut-être le plus important, l'adieu à Venise, où nulle part, écrivait-il en 1973, la beauté n'est plus proche, moins séparable de la mort. » À la fin du mois de mai, François Mitterrand y retourne en compagnie d'Anne Pinjot. Comme à l'accoutumée, il réside au Palais Balbi chez ses amis. Fatigué, il limite ses déplacements aux alentours immédiats et il va encore croiser Jean d'Ormesson, accompagné de quelques amis dont Giovanni Volpi, le fils du comte Volpi, le ministre de Mussolini, et une femme d'âge mûr et très élégante qu'il n'identifie pas. L'académicien aussitôt nomme l'inconnu. « Monsieur le Président, je vous présente Lorraine Bacal. » François Mitterrand rentre à Paris, avenue Frédéric Leplay. Il reçoit toutes sortes de personnalités à ce moment-là, bien sûr toutes sortes d'anciens collaborateurs, des ex-ministres, des journalistes, des éditorialistes, des visiteurs de marques étrangers, des personnages comme Robert Badinter, l'avocat Georges Kiechmann, des figures du Parti Socialiste, des personnalités de l'opposition aussi, puisqu'on verra avenue Frédéric Leplay, Raymond Barre, Édouard Balladur, Valéry Giscard d'Estaing ou l'ancien président portugais Mario Soares. Bref, beaucoup de visites, le téléphone n'arrête pas de sonner. Jacques Chirac, Helmut Kohl, Yasser Arafat sont souvent au bout du fil. L'ancien président n'en reste pas moins très affaibli et l'on sent que plus les choses passent, plus le temps passe et plus il se détache. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre les derniers mois du président François Mitterrand, qui au fil des semaines va de moins en moins bien. À compter de l'été 1995, François Mitterrand est vraiment très fatigué. Dans son dictionnaire amoureux de François Mitterrand, Jack Lang écrit « Un couloir aveugle mène à un salon, à un bureau et à une petite chambre. Au mur, il y a quelques photos de sa mère, de son père. L'ancien président est miné par la maladie, tourné vers des préoccupations autres, l'esprit requis par les incapacités du corps. Qu'il soit là ou ailleurs, pour lui, cela n'a déjà plus d'importance. Et je lui rends visite de temps en temps dans cet appartement glacé. Parfois, il ne peut quitter le lit. Il me demande de m'asseoir à son chevet. Il fait livrer des huîtres pour me faire plaisir. Lui n'y touche même pas. » François Mitterrand sort de moins en moins. Il se promène un tout petit peu dans les jardins en contrebas. Il relit certains de ses ouvrages préférés, ou en tout cas les bonnes pages de ses ouvrages. Ces déplacements se font maintenant de plus en plus rares parce qu'ils sont durs à supporter. Il va quand même à Latché, dans les Landes, près d'Osgore, chez lui. Il effectue quelques allers-retours pour continuer ses examens médicaux à Paris, bien entendu. Et en octobre, contre l'avis de ses médecins, il se rend quand même aux États-Unis, à Colorado Springs, à l'invitation de George Bush. Il va retrouver là d'autres anciens chefs d'État et de gouvernement, Mikhaïl Gorbatchev, Margaret Thatcher, deux autres retraités de la politique en quelque sorte. François Mitterrand revient de ce voyage complètement épuisé. Il n'arrive même plus bientôt à tenir un stylo. Les séances de rayons s'enchaînent. Il pense de plus en plus à la mort. Il lit et relit la Bible. Il pense beaucoup à sa future sépulture. Et vous savez qu'on en a énormément parlé. François Mitterrand, c'est essentiel pour lui, veut laisser une trace dans l'histoire. Il sait bien qu'il ne peut plus rédiger maintenant un livre. Alors, il entame une série d'entretiens avec le journaliste Georges-Marc Benamou. Ce seront les fameux mémoires interrompus qui paraîtront dès 1996. Jean Lacouture, le biographe des grandes figures de la France contemporaine, vient également voir François Mitterrand, qui a l'idée de créer un institut pour défendre sa mémoire. Et l'on est déjà à la fin de l'année 1995. Le cancer est en phase terminale. Une nouvelle fois contre l'avis de ses médecins, François Mitterrand n'en décide pas moins d'aller passer comme tous les ans les fêtes de fin d'année en Égypte. Le 24 décembre, il prend donc l'avion pour Assouan, qu'il qualifie de plus bel endroit du monde. Il est accompagné d'Anne Pinjot, de leur fille Mazarine, du docteur Tarot et de son épouse, ainsi que de 4 amis. Il s'installe au très célèbre hôtel Old Cataract, donc à Assouan, dans une suite qui domine le Nil, suite qui autrefois a été occupée par Churchill, par Agatha Christie, etc. Il fait très chaud. Le jour de Noël se passe bien, mais le 26, François Mitterrand se sent très affaibli. Il n'en effectue pas moins une promenade sur le Nil en felouque. Il revient cette fois complètement épuisé. Il ne quittera plus sa chambre et le 29, il faut abréger le séjour. Mitterrand quitte l'hôtel. L'avion qu'il ramène dépose Anne Pinjot et sa fille à Clermont-Ferrand. Puis il se pose à Biarritz, d'où Mitterrand regagne Latché le 31 décembre 1995. Comme tous les ans, là encore, c'est une tradition. Il réveillonne à Latché. Ce sera le dernier repas de François Mitterrand entouré de sa femme Danielle, de ses fils, de Roger Hanin et de sa compagne, de Jack Lang et de son épouse, du couple Emmanuelli. À 20h, comme tous les ans, tout le monde s'installe devant la télévision pour regarder les vœux télévisés du président, sauf que cette fois, le président, c'est Jacques Chirac, bien entendu. L'ex-président de la République, de son côté, est au plus mal. Il confie à Jack Lang cette phrase sibylline étrange. Il lui dit « J'ai la Gestapo en moi ». On n'imagine même pas ses souffrances. Il assiste à une partie seulement du dîner, allongé dans une chaise longue, mais il est vraiment trop faible. Il se retire avant minuit, il n'a quasiment rien mangé, contrairement à la légende qui voudrait qu'il ait mangé des ortolans, etc. Mais ça n'est sûrement pas vrai. Et à ce moment-là, François Mitterrand a décidé d'arrêter de se nourrir, d'arrêter de prendre ses médicaments. Il ne boira plus désormais que du thé. Le 2 janvier 1996, il repart pour Paris en avion privé et cette fois, il s'enferme avenue Frédéric Leplay. François Mitterrand ne veut plus recevoir personne. On peut dire que la mort est proche. Nous sommes au matin du 8 janvier 1996 et Europe 1 interrompt ses programmes. Vous écoutez Europe 1, il est 10h55, un flash spécial tout de suite. Michel Grossior.
Bonjour, avec des rumeurs persistantes depuis ce matin autour de François Mitterrand et une agitation toute particulière depuis ce matin dans les locaux occupés par l'ancien président de la République du côté du Champ de Mars à Paris. Nous retrouvons tout de suite Jean-Pierre Montanet, avenue Frédéric Leplay. Jean-Pierre ? Effectivement, devant le numéro 9 de l'avenue Frédéric Leplay, là où se situent les bureaux de François Mitterrand, une agitation très inhabituelle. C'est un photographe qui est un habitué des lieux qui me le confirmait. À l'instant, une confirmation de l'agence France-Presse, donc... François Mitterrand est mort, annonce son secrétariat. Jean-Pierre Montanet, vous êtes sur place. Alors, Jacques Chirac, le président de la République, était là il y a 10 minutes. Il avait le visage fermé. Il est entré dans les locaux de François Mitterrand. Il est ressorti. Il a eu une poignée très amicale et empreinte de solennité au chauffeur de François Mitterrand qui était ici sur le trottoir devant le 9 de l'avenue Frédéric Leplay. J'ai pu m'entretenir avec un des policiers qui assurait la sécurité autour des lieux lorsque M. Jacques Chirac était là. Et celui-ci m'avait effectivement dit à demi-mot que l'ancien président de la République était décédé ce matin. Autrefois, on aurait dit « le roi est mort, vive le roi ». On ne dit plus aujourd'hui que le président de la République, ou plutôt en l'occurrence l'ancien président de la République, est mort. Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Vous êtes incontestablement l'un de ceux qui ont le mieux connu non seulement l'homme, mais le président. Avec vous dans un instant, nous revenons sur François Mitterrand et sur sa personnalité complexe. Europe 1 sur les routes du Tour de France. On file sur la route du Tour de France avec cette étape aujourd'hui que l'on vit avec vous, Axel May. Bonjour Axel. Oui, bonjour. La 14e étape entre Montélimar et Villars-les-Dombes. 208 km 500 à parcourir. Le peloton en a parcouru déjà près de 80. La première difficulté de la journée, la côte du Four à Chaud est en vue. C'est une petite difficulté à une côte de 4e catégorie. Il y a 2 côtes de ce genre. 32 km/h de moyenne sur la première heure. Le peloton ne va pas extrêmement vite, mais il y a devant 4 échappés, dont le français Jérémy Roy. Ils ont 4 minutes environ d'avance sur le peloton. À noter que tout à l'heure, Warren Barguil, le jeune français, a crevé. Arrivée prévue vers 17h ici à Villars-les-Dombes. Merci beaucoup Axel May. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure à 15h pour suivre cette étape du Tour de France sur Europe 1. La Coupe Davis est sur Europe 1. Avec l'équipe de France de tennis opposée à la République tchèque. Et c'est Corinne Boulou qui vous fait vivre l'événement cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Nous sommes à Trinec avec l'épreuve de double qui permettra à l'une des deux équipes de prendre l'avantage avant les simples décisives demain. Et pour le moment, la France mène 2-7-1. Et en ce moment, dans le 4e set, c'est un moment important parce que les Français menacent en ce moment la République tchèque. En l'occurrence, Stepanek, l'expérimenté tchèque de 37 ans, spécialiste du double. Ils mettent la pression sur leur adversaire. Ils ont une nouvelle balle de break. Ils menaient 4-2 les Français avant de se faire reprendre dans ce 4e set. Les Tchèques étant revenus à 4 jeux partout. Et là, sur le service de Stepanek, eh bien, ils ont une balle de break importante parce que derrière, ça pourrait leur permettre, eh bien, tout simplement de servir pour le match. Et non, les Tchèques reviennent à 41. Donc, un match très très serré là dans cette 4e manche. 4 jeux partout, 2-7-1 pour la France. Merci beaucoup Corinne Boulou. On vous retrouve régulièrement tous les après-midi sur Europe 1 pour suivre cette Coupe Davis entre la France et la République tchèque. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Les grands portraits. 14h, 15h. Franck Ferrand. Vous avez décidé, Franck Ferrand, de consacrer cette émission à l'ancien président de la République, François Mitterrand. Et vous recevez Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité et conseiller spécial de Ségolène Royal, ancien secrétaire général de l'Élysée et ministre sous Mitterrand. Alors Jean-Louis Bianco, je viens de raconter la mort du président Mitterrand. On peut dire que toute la fin de son mandat et bien entendu l'année qui a suivi, une fois qu'il n'a plus été président, n'ont été qu'une sorte de longue agonie. Oui, en effet, il était installé à proximité du Champ de Mars. Et c'est vrai qu'il résistait encore à la mort, mais dans un état de plus en plus difficile. Cela dit, on est toujours surpris. Moi, je l'ai appris, j'étais en entretien avec 2 journalistes qui ont écrit d'ailleurs un très beau livre sur les années Mitterrand, qui étaient les correspondants de l'AFP à l'Élysée, Pierre Favier et Michel Martin-Roland. Et c'est eux qui ont eu un appel et du coup, j'ai pu me rendre à son chevet avant la précipitation des uns et des autres. Et c'était émouvant de voir ce visage serein
après tant de souffrances. Il avait reçu on peut dire sur son lit de mort, la visite de tout ce que la République pouvait comporter de sommité. Voilà, alors après ça a été à la fois les anonymes, les individuels et toutes les personnalités qui sont venues lui rendre hommage. Est-ce que vous aviez, au moment où François Mitterrand est mort, est-ce que vous aviez conscience de la stature du personnage et de l'empreinte qu'il laisserait sur l'histoire contemporaine ? Oui, tout à fait. Il y a des choses qui me semblaient évidentes. Bon, d'abord, la durée. Oui. Exceptionnelle, le fait que pour la première fois, 2 septennats complets, le fait que pour la première fois, de manière aussi nette, la gauche accédait aux responsabilités, sa participation à de très grands événements comme les étapes décisives de la construction européenne, la guerre du Golfe, l'amitié franco-allemande, avec cette entente incroyable entre le chancelier Kohl, chrétien-démocrate, et le socialiste François Mitterrand, et puis toute une série d'évolutions profondes qu'il a lancées, qu'il a accompagnées ou qu'il a subies. Je n'avais pas de doute sur le fait qu'il rentrerait dans l'histoire, ça me semblait instinctivement évident. Il vous parlait, lui, de l'histoire et de sa trace dans l'histoire ? Il parlait de l'histoire, beaucoup d'histoire, passionné d'histoire, féru d'histoire, et j'ai beaucoup appris de lui aussi sur ce plan-là, en disant à quel point on ne pouvait comprendre ce qui se passait aujourd'hui et les enjeux pour demain que si on connaissait bien l'histoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui donne de la profondeur de champ à une époque où on est le nez sur l'événement et dans l'immédiateté. Il était certainement préoccupé de sa trace dans l'histoire, mais il ne m'en parlait pas explicitement. Simplement les grands travaux auxquels il était si attaché, qui n'ont pas toujours été faciles à mener parce qu'il a fallu bousculer quelques habitudes, que ce soit l'Arche de la Défense, le Grand Louvre, l'Opéra Bastille, la grande bibliothèque, on appelait ça la très grande bibliothèque. C'était à l'évidence pour laisser des traces dans l'histoire sous forme de monuments qui marqueraient Paris et qui marqueraient la France. Oui, donc il y avait cette volonté de frapper la postérité. Absolument, exactement. Et c'est curieux qu'il n'ait pas laissé de mémoire plus détaillée, plus structurée, lui qui était un excellent auteur. Il avait très envie d'écrire, ça fait partie des choses qu'il a toujours voulu et caressé, mais écrire, et pas seulement écrire de manière historique. Il avait fait des bribes d'ailleurs, je pense, sur l'Europe, mais qui n'ont pas été publiées. Je ne sais pas s'ils sont disponibles aux archives de l'Institut François Mitterrand. En tout cas, il a pu terminer De la France, de l'Allemagne, qui est un livre d'entretien, les entretiens aussi avec Elie Wiesel, qui sont quand même des entretiens avec une visée historique, une perspective historique, notamment sur cette question qui était si importante pour lui et qui est objectivement importante de la France et de l'Allemagne. Il devait se douter que dans son entourage, nombreux seraient ceux qui, un jour ou l'autre, raconteraient ce qu'ils avaient vécu avec lui. C'est le cas bien sûr de Jacques Attali, qui a été le premier, si je puis dire, à sortir ces fameux verbatims. Mais depuis, un grand nombre d'ouvrages ont été publiés. Le vôtre est particulièrement important, car vous avez été au cœur même de la machine élyséenne, si je puis dire. Vous avez écrit cet ouvrage chez Fayard qui s'appelle « Mes années avec Mitterrand », tout simplement. Comment ont-elles commencé ces années ? D'abord, quand avez-vous rencontré François Mitterrand pour la première fois ? Alors, j'ai dû rencontrer François Mitterrand pour la première fois dans les commissions du Parti Socialiste. Je n'étais pas membre du Parti Socialiste, mais j'étais dans la mouvance, sympathisant, et j'ai travaillé à la commission économique du Parti Socialiste. Ces commissions sont celles qui préparent les programmes, voilà, etc. qui préparent les programmes. Bon, j'ai dû préparer une émission de télévision. Il avait un débat avec Raymond Barre, mais j'étais une petite main parmi 50. Un débat qui a marqué, là, pour le coup, l'histoire de l'audiovisuel. Et dans la commission économique, j'ai participé à un exercice qui était vraiment extrêmement décourageant, qui était de chiffrer le coût du fameux programme commun adopté avec les communistes et radicaux de gauche et qui était évidemment infaisable et infinançable. Mais bon, j'étais un inconnu complet pour lui. J'ai dû lui serrer la main, le croiser. Et en fait, c'est à travers Jacques Attali, qui était un camarade de lycée et un ami, que je suis venu à l'Élysée au mois de juin 81 et que j'ai rejoint son équipe. Alors vous arrivez donc dans l'euphorie incroyable de cette alternance. Après 23 ans de pouvoir de la droite, c'est enfin un président de gauche qui vient d'être élu. Il y avait une véritable, une euphorie à cette époque ? Euphorie, pas vraiment. Je crois que chacun était conscient du poids des responsabilités qui étaient les nôtres, chacun à notre place. Parce que la situation était extrêmement difficile. Assez souvent, la gauche ne vient au pouvoir que quand les choses vont mal. Et là, elle allait mal. On était avec des dévaluations à répétition, une inflation à 14%, une compétitivité déjà entamée et problématique. Et puis, on était attendu au tournant, pour parler familièrement. Beaucoup contestaient que la gauche puisse avoir la légitimité même de gouverner. Il y a un dessin de Plantu extraordinaire qui dit mais la gauche est au pouvoir et la Tour Eiffel est toujours là. Sans parler de ceux qui allaient s'exiler, qui menaçaient des chars soviétiques. Donc on était plutôt conscient des responsabilités. Et s'il était nécessaire, le président Mitterrand nous l'aurait
serait rappelé à chaque instant avec la gravité. Il y a d'ailleurs une note du directeur de cabinet rappelant qu'on n'était pas censé venir à l'Élysée en blue jean. C'est une sorte d'entretien d'embauche que vous allez passer, en quelque sorte. Tout à fait, c'est très surprenant. Je savais que le président m'avait remarqué, mais là encore, je ne l'avais pas beaucoup vu. Et puis, il me fait venir dans son bureau après le départ de Pierre Bérégovoy, qui était secrétaire général et qui est devenu ensuite ministre. Et c'est vrai que c'est un entretien d'embauche. Il me demande quasiment comment voyez-vous le job. Enfin, il n'emploie pas le mot job. Oh non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais le secrétaire général dit, pour vous, il doit faire quoi ? Et c'est très étonnant de la part de quelqu'un dont on n'imagine pas qu'il soit un manager ou un gestionnaire. Et donc, je lui explique longuement. Et puis, il me dit, on pense à vous. Comme secrétaire général, comme s'il y avait une espèce de collectif secret qui s'était réuni, c'est lui tout seul. Oui, lui tout seul, avec Jacques Attali peut-être quand même. Oui, Jacques Attali lui avait sûrement suggéré mon nom, mais le on pense à vous, c'était vraiment un on de majesté, voilà. Comme un nom de majesté. Et puis à la fin, il me dit, vous êtes secrétaire général. À la fin de l'entretien. À la fin de l'entretien. En fait, c'était décidé avant, mais enfin, il m'a quand même testé pendant presque 1 heure. Il devait être assez impressionnant. D'abord, vous étiez dans le grand bureau du général de Gaulle. Très impressionnant. Oui, il avait repris le bureau du général de Gaulle. D'abord, c'était plus commode parce qu'il est au centre de l'étage en question, puis c'était fortement symbolique. Non, il était, en cette circonstance-là, comme toujours, particulièrement impressionnant, mais il a quand même eu un geste dont j'ai pas mesuré tout de suite la portée parce que je ne le savais pas. Il m'a raccompagné, il m'a pris par le bras, comme s'il me lançait sur orbite. Et ça, c'est un geste d'une très grande attention quand on le connaît. Alors, quelles ont été, pendant les années nombreuses, vous avez resté 10 ans secrétaire général de l'Élysée, quelles ont été, dans un premier temps, vos fonctions et quels étaient vos rapports avec le président ? Vous le voyez régulièrement, tous les jours ? Je l'ai vu très vite, il s'est instauré une sorte d'habitude entre lui et moi de nous voir au moins 1 fois par jour. Je ne l'appelais pratiquement jamais au téléphone parce que je savais qu'il détestait cela, donc lui pouvait m'appeler bien entendu à tout moment. Mais en général, en fin d'après-midi, il me faisait venir dans son bureau, on parlait des affaires courantes et puis souvent la conversation dérivait vers des sujets de moyen terme, de long terme, vers des remarques sur la vie, sur les gens, sur le temps. On a l'impression qu'il prenait beaucoup de distance avec les choses, qu'il avait une hauteur de vue que n'ont peut-être plus les gouvernants d'aujourd'hui. Vous avez raison, il avait cette capacité incroyable de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. L'expression qu'il employait, qui est maintenant passée dans le langage courant de manière presque banale, il faut donner du temps au temps, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est ne pas se précipiter le nez sur l'événement. C'est le contraire de la pression du système médiatique et politique aujourd'hui. Et il ne voulait jamais se laisser enfermer ou contraint par quoi que ce soit, et notamment pas par une urgence de décision. Il y a un moment, je crois que je raconte dans mon livre, où il y a un ministre qui fait une réunion avec des faux assistants. Michel Rocard est Premier ministre. Il m'appelle, c'est scandaleux, il faut le débarquer. Et pendant ce temps-là, le président est avec des familles dont les enfants ont été tués et qui réclament le rétablissement de la peine de mort. Il a passé 4 heures avec ses familles. Il était hors de question pour lui de s'occuper d'une annonce au journal de 20 heures pour faire démissionner un ministre. L'important pour lui, c'était le dialogue avec ces gens sur un sujet qui le touchait profondément. Eh oui, peut-être en quelque sorte une autre conception du pouvoir dont on pourrait s'inspirer, à mon avis. Je crois qu'il y a des leçons à en tirer encore pour aujourd'hui. Les grandes crises, le tournant de 1983, la bataille scolaire, le terrorisme, bien entendu les cohabitations, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et jusqu'au 14 août, Europe 1 vous offre vos vacances. Chaque jour, un voyage à gagner. Et aujourd'hui, vous jouez pour un séjour d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension dans la résidence 4 étoiles BO Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie. Ce complexe touristique niché au cœur d'un parc naturel propose des bassins aquatiques, un hammam, un club enfant gratuit et même un spa. Alors pour plus d'informations, vous avez rendez-vous sur internet sur leur site bo-resort.com. Et pour tenter votre chance, comment on fait pour gagner peut-être ce superbe voyage ? Eh bien, vous envoyez le code vacances au pluriel, VACANCES par SMS au 73921, 65 centimes plus le coût du SMS, ou vous nous appelez au 3921, 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer. Passez un bel été avec nous sur Europe 1. au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996 et pour cette émission consacrée à l'ancien président, Franck Ferrand, vous recevez Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, conseiller spécial de Ségolène Royal, ancien secrétaire général de l'Élysée, ministre sous Mitterrand et surtout
auteur de Mes années avec Mitterrand, paru chez Fayard. Ce qui frappe lorsqu'on lit votre ouvrage, Jean-Louis Bianco, c'est le grand nombre de correspondances, le grand nombre d'échos qu'il peut susciter par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. On peut dire qu'un certain nombre des crises qui animent la société française étaient déjà présentes au début et au milieu des années 80. C'est impressionnant. J'en ai pris conscience en travaillant pour ce livre. Non seulement les crises, mais aussi les débats, les questions. Le monde a complètement changé. C'était en gros il y a 30 ans. Mais quand vous prenez par exemple les débats autour de la politique économique, qu'est-ce que c'est qu'une politique économique de gauche ? Quelle marge de manœuvre a un gouvernement de gauche aujourd'hui ? Quelle marge de manœuvre a la France dans une économie mondialisée ? Le terrorisme, on oublie à quel point... Dès les années 80, la France a été frappée par le terrorisme. Bien sûr, un attentat dans le Capitole, un secrétaire de l'ambassade d'Israël tué, une terrible fusillade au restaurant Joe Goldenberg dans le Marais. En attendant les explosions, bien sûr, de 86. Bien sûr. Et puis à l'étranger, quand nous étions au Liban 83, l'immeuble, le Drakkar, avec plus de 50 morts. Donc c'était une menace permanente, très diffuse, très forte, très présente. Nous avions aussi cette réalité-là. Et puis l'intégration, avec la marche des beurs, des jeunes qui disaient mais nous sommes français, mais nous voulons être reconnus et que nos parents soient reconnus. La querelle de l'école. La prise de conscience par la société française de la présence de ces immigrés de la 2e et 3e génération. Exactement. En fait. On avait en tête qu'il y avait des immigrés qui étaient venus d'ailleurs pour construire des voitures, mais on les voyait pas. Et on voyait pas qu'il y avait des jeunes qui étaient nés en France, qui étaient français et qui ne voulaient pas forcément la violence. Ils sont même construits sur un refus de la violence. Et puis une mutation économique et sociale considérable, avec la crise de la sidérurgie qui avait commencé lors du septennat du président Giscard d'Estaing, mais qui va s'achever, on peut le dire. Ce sont des moments très difficiles, parce qu'au fond, c'est la fin de toute une histoire industrielle, avec ce que ça implique comme souffrance, comme drame humain, le charbon, la sidérurgie, et il appartient aux socialistes de mettre un terme à cette époque-là, ce qui est spécialement douloureux par rapport à des gens qui sont normalement plutôt portés dans leur électorat. Alors, il est évident que l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et de la gauche ont amené un certain nombre de décisions que l'on peut considérer aujourd'hui avec le recul comme assez dogmatiques. Je pense aux nationalisations notamment, etc. Oui et non. Enfin, les nationalisations avaient un aspect dogmatique, en effet, comme vous le dites, idéologique. C'était le marqueur. On est de gauche si on nationalise et on est plus de gauche si on nationalise plus. Tous les débats avec les communistes. Pour autant, il y avait une nécessité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on avait un capitalisme financier assez fragile, on avait peu de réinvestissement, on avait des restructurations industrielles qui ne s'étaient pas faites, et même quelqu'un comme Père Levade, qui est maintenant proche de François Bayrou, qui a été le directeur adjoint du cabinet de Mauroy, dit qu'elle n'était pas sans justification. En effet, l'État a pressé des recompositions, des restructurations, et a à peu près laissé une autonomie aux entreprises. Donc finalement... Bon, les historiens y ont travaillé. Je crois que le bilan est loin d'être négatif dès lors que la pratique ensuite a été celle d'un monde compétitif, d'un monde ouvert. Ce qui est très important, c'est le virage qui est pris à peu près au moment du sommet de Versailles, de 1982, lorsqu'on se demande s'il va falloir en quelque sorte renouer avec l'économie libérale. Et le président Mitterrand, en accord avec Pierre Mauroy, va décider que oui, ça c'est un changement considérable. C'est un changement en fait qui se fait, vous avez raison d'évoquer le sommet de Versailles, progressivement. Ce qu'on parle toujours, vous avez employé l'expression, beaucoup d'historiens le font, du tournant de la rigueur. En réalité, quand on regarde de près, et je le montre dans mon livre, on est très vite conscient que les marges de manœuvre ne sont pas énormes. Les économistes disaient qu'il allait y avoir une croissance économique qui n'est pas au rendez-vous. Notre appareil productif n'est pas capable de répondre à la demande. Et donc, dès les premières lettres, qu'on appelle lettres de cadrage, quand on voit Pierre Mauroy, Premier ministre, aux ministres, ils leur disent « réduisez les dépenses de fonctionnement, soyez sérieux, faites attention ». Et dès le début, on est confronté à la réalité de la compétition internationale. Donc, en réalité, tout ça se fait progressivement avec le discours de Versailles, où sommet des pays industrialisés, où le président Mitterrand dit « on va avoir une étape de montagne ». Et où Jacques Delors plaide pour qu'on rentre explicitement dans la rigueur. Mais en réalité, François Mitterrand a toujours été un grand pragmatique et pas du tout hostile à l'économie de marché. Il fait un discours incroyablement passé inaperçu. Je crois que c'est en décembre 81, un anniversaire d'HEC. Discours, c'est intéressant, qui est préparé par Jacques Attali, par François Hollande et moi, sur lequel on lui propose un véritable hymne à l'entreprise. L'entreprise n'est pas l'ennemi. Le profit est légitime s'il est justement partagé. Il
achète, entre guillemets, toutes nos propositions. Il fait un discours incroyablement libéral. Personne ne le remarque. Je ne sais pas pourquoi encore, mais c'était bien montré qu'il avait une vision de l'économie qui tenait compte de cette réalité. Ce que vous dites, on va aller le rechercher du coup, ce discours. Comment les accueillait-il, ces discours? Ça se passait comment d'un point de vue concret? Vous lui proposiez un premier jet? Voilà, le ou les collaborateurs, collaboratrices du secteur concerné, avec moi, souvent avec Jacques Attali, on lui proposait un premier jet. D'une manière très générale, il trouvait ça, pour reprendre cette expression, nul. Donc on avait une copie à revoir à chaque fois. Il prenait beaucoup de temps. Il écrivait beaucoup lui-même. Il réécrivait souvent lui-même jusqu'à la dernière minute. Et il essayait de nous faire rentrer dans une logique profonde, là aussi. Je me rappelle d'un discours pour un anniversaire de Jean Monnet, le grand Européen, commissaire au plan, venant lui aussi de Charente, famille de fabricants de cognac. Donc, on lui présente un projet, il nous dit qu'il est nul, et il nous dit, j'étais avec une collaboratrice, Sophie Boucher-Petersen, est-ce que vous savez comment on fait le cognac? Non. Donc on a eu presque 1 heure d'explication sur comment on fait le cognac et qu'est-ce que c'est que la vie d'un jeune homme ambitieux d'une famille qui fabrique le cognac à cette époque-là. Il a dit maintenant vous avez compris, vous pouvez faire le discours. Ah voilà, il fallait être dans l'esprit des choses en fait. L'esprit est très important. C'est Anne Lauvergeon qui parle de cet esprit qu'il faisait en quelque sorte souffler sur l'Élysée. Vous le ressentiez ça? Tout à fait. Il était très étonnant sur ce plan-là aussi. On avait l'impression, par exemple quand il rentrait dans une pièce, on l'attendait pour un déjeuner à quelques-uns des amis, qu'il avait une sorte d'intuition extraordinaire sur ce qui était en train de se dire, presque paranormal, comme s'il embrayait sur la conversation à laquelle il n'avait pas assisté. Il avait une pénétration des personnes, de ce qu'ils ou elles étaient, de ce qu'ils ou elles croyaient qui était proprement incroyable. Puis il a une croyance aux forces de l'esprit, puisqu'il a ce discours extraordinaire. Et plus la maladie va l'atteindre, et plus ce sera vrai, sans doute. Je pense que ça a toujours été présent, toujours été vrai, avec une très grande interrogation dont on a parlé de temps en temps, dont il a parlé avec d'autres proches, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Qu'est-ce qu'il y a après? Il y avait bien sûr tous les voyages officiels en province, avec un déploiement de faste, là encore, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Non, on a quand même commencé heureusement à y mettre un terme. Moi, je me rappelle d'un voyage, en général, c'était le secrétaire général adjoint, donc Christian Sauter à l'époque, Michel Gendreau-Massalou, Anne Lauvergeon, qui a été mon adjointe, qui était dans les voyages en province. Moi, j'étais plus dans les voyages à l'étranger. Alors voilà, il y avait aussi tous ces voyages à l'étranger. Mais là, on a par exemple commencé à voir ce qui est aujourd'hui va de soi, des bus ou des cars, et pas un cortège de 40 voitures officielles avec les sirènes qui à la fois sont un gaspillage, choquent à juste titre les gens. Mais c'est vrai qu'heureusement aujourd'hui, on l'a vu encore à propos du sommet de la COP21, on est revenu à des pratiques un peu moins monarchiques, un peu plus modestes et plus respectueuses de l'environnement. Justement, je parle de monarchie, on sait quels étaient les rapports privilégiés de François Mitterrand avec le comte de Paris à l'époque. Est-ce qu'il y avait une perception monarchique du pouvoir chez lui, d'après vous? Très probablement. Le régime de la Ve République, ça a été souvent dit, est ainsi fait que c'est une sorte de monarchie présidentielle, de monarchie républicaine. Le paradoxe, c'est que François Mitterrand, après avoir écrit un essai au vitriol contre le général de Gaulle, le coup d'État permanent, enfin contre la pratique des institutions par le général de Gaulle, s'y est très bien coulé dans le moule. Et avec cette phrase que je lui ai entendu dire plusieurs fois, qu'il disait volontiers d'ailleurs, les institutions étaient épouvantables avant moi, elles redeviendront après moi, ce qui était évidemment une vision assez audacieuse. Il s'y coulait parfaitement, d'autant qu'il avait cette vision, on en a parlé, de profondeur de champ, de hauteur de vue, et du fait que la parole présidentielle doit être rare, elle ne doit pas s'exercer surtout à tout moment. Le contraire de la pression qui s'exerce aujourd'hui sur les présidents de la République. Ça, c'était d'autant plus facile en période de cohabitation. Il y a eu les deux cohabitations, celle avec Jacques Chirac et celle avec Édouard Balladur. Vous avez pleinement participé à la première. Oui, on a en quelque sorte établi les règles du jeu, puisque c'était quelque chose qui était théoriquement possible, et la suite l'a prouvé, et qui n'a finalement pas si mal marché que cela, mais qui ne s'était jamais vu, avec une très très vive, presque violente, même si c'était courtois, bataille pour le pouvoir, sur qui fait quoi entre le Premier ministre, qui, d'après l'article 20 de la Constitution, détermine et conduit la politique de la nation, et le président de la République qui est garant des grands principes. Et le fameux domaine réservé. Et le fameux domaine réservé. Alors, expression qu'il n'a pas employée, mais enfin, en gros, quand même, en matière de politique étrangère et de défense, il y a une prééminence reconnue dans les faits, d'ailleurs, plus que dans les textes. Et au fond, les choses se sont cadrées avec quelques conflits. Jacques Chirac a cru, bien que le président et moi l'ayons averti, pouvoir passer en force. Il n'est pas passé en force, et donc les choses se sont normalisées au bout de quelques mois. Alors, je ne parle pas de la fin si pénible avec cette maladie qui devenait vraiment très envahissante, mais
est-ce que vous avez jamais senti le président vaciller? Est-ce que François Mitterrand a été un peu déboussolé, par exemple, je ne sais pas, au moment de la crise de l'école libre, ou au moment de l'affaire calédonienne, ou au moment de la guerre en Irak? Je ne l'ai jamais vu déboussolé ni soupçonné qu'il le soit, parce qu'il aurait pu l'être et essayer de le masquer, mais je le connaissais assez bien pour m'en rendre compte si ça avait été le cas. Il avait toujours une forme de sérénité, de calme et d'assurance devant les événements, et je dirais plus les événements étaient graves, plus ce calme était impressionnant. Il a simplement marqué une fois, c'était au début de la première guerre du Golfe. Saddam Hussein, Irak venait d'envahir le Koweït, c'était donc de nouveaux équilibres qui s'installaient. Le Koweït, comme il disait. Le Koweït, oui. Et donc, après avoir fait d'innombrables tentatives diplomatiques que je raconte, dont certaines sont originales, pour essayer de sauvegarder la paix, on a vu que Saddam Hussein ne voulait pas bouger, donc on est entré en guerre dans une coalition avec les États-Unis. Et la veille au soir, la nuit suivante, les soldats français devaient attaquer dans un endroit en plus qui était sans doute dangereux, parce qu'il fallait monter sur une crête. Il m'a eu cette phrase extraordinaire, il m'a dit « Je ne sais pas comment vous allez dormir, moi je ne vais pas très bien dormir ». Ah, voilà, tout de même. Voilà. Un petit aveu d'humanité, si je puis dire. En tout cas, d'expression de son souci, parce que l'humanité, il l'avait. Merci beaucoup, Jean-Louis Bianco. Mes années avec Mitterrand, votre récit tout personnel et très important pour l'histoire, est publié chez Fayard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain. À demain, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.